À tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une belle soirée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi la Russie se tourne vers les crypto-monnaies en masse. Et vous allez voir sur plusieurs en plus tendances de fond qui se passent en Russie pour échapper aux sanctions occidentales, internationales et surtout de l'Union européenne. Et donc, on va voir dans cette vidéo, c'est effectivement, parce qu'on parle beaucoup, enfin moi en tout cas je vous ai parlé des embargos pétroliers contre la Russie, je vous ai parlé également un peu de la crise énergétique liée aux sanctions menées contre la Russie, mais c'est vrai qu'on ne vous ai jamais parlé de tout ce qui est l'aspect du réseau SWIFT et de l'exclusion des banques russes au niveau du réseau SWIFT international. Et donc ça a vraiment impacté, on va dire, la Russie, ça a amené cette même Russie à prendre des mesures en interne sur son sol au niveau de sa banque centrale, des banques privées et même du gouvernement russe pour pallier en fait à cette attaque que mène l'Occident contre le rouble de la Russie, la monnaie officielle de la Russie. Voilà, donc bien sûr c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant ça je vous invite à voir mon trailer. Comme d'habitude, j'ai fait un article sur mon site de cryptoforce.fr, donc comment et pourquoi la Russie tourne de plus en plus vers les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions. Donc c'est vrai qu'il faut rappeler qu'en ce moment, on parle souvent des embargos pétroliers, c'est-à-dire depuis le 5 décembre 2022 avec l'embargo sur le pétrole brut russe, et depuis plus récemment, le 5 février 2023, l'embargo contre les produits pétroliers raffinés russes, c'est-à-dire le diesel, le mazout, le gazole, etc. Mais à voir, c'est que le rouble, direct, quasiment en même temps que sa déclaration de guerre à l'Ukraine, la Russie a vu son rouble chuter drastiquement, c'est-à-dire en mars-avril 2022, avant de remonter par la suite à des niveaux d'avant la guerre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous expliquer, le rouble a tout simplement été banni du réseau SWIFT, et notamment à travers les banques russes qui ont été en grande partie bannies de ce réseau SWIFT. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, donc là j'ai l'article euronews.com, les banques russes bannies de SWIFT ont-elles des alternatives? Donc on va en parler bien sûr de ces alternatives dans cette vidéo, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà, il faut comprendre ce que c'est le réseau SWIFT. Avant d'aller plus loin, donc le réseau SWIFT, c'est le Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bon, je fais l'accent un petit peu, mais je ne suis pas très bon en anglais. Voilà. Bon, donc en fait, ce que c'est ce SWIFT, c'est un réseau qui est géré par l'entreprise du même nom, SWIFT, qui a été créé en 1977 et en fait qui offre un service de messagerie ultra sophistiqué, ultra rapide pour assurer une messagerie des transactions financières, donc en milliards de dollars, hein, à travers le monde. Et donc dans un contexte effectivement d'échanges transfrontaliers. Donc là, j'ai un site qui est plutôt vraiment intéressant sur Géoconfluence, comme vous pouvez le voir là. Donc ressources de géographie pour les enseignants, hein, vous voyez. Et on parle là, il y a tout un documentaire sur le réseau Swift, même pour vous, pour votre culture, si vous voulez voir ce que c'est, en apprendre plus sur le réseau Swift. Et donc, ce qui se passe, c'est que déjà, par exemple, j'ai les chiffres donc 2010, eh bien, en 2010, on avait déjà eu 208 États qui étaient couverts par le réseau Swift. C'est une énormité. Et donc, en 2021, on a quasiment tous les pays dans le monde qui sont couverts par le réseau Swift. Et donc, ensuite, là, j'ai un autre graphique. Par exemple, c'est l'évolution du nombre de clients du réseau Swift. Donc, le réseau Swift, vous voyez, donc là, après, eux, ils ont plutôt dans 1973, on va prendre 1977, vraiment la création de la société réelle. Eh bien, on part dans 2021, on est à 2000, on a 11 000, pardon, 642 clients. Et les clients, je rappelle que c'est des organisations financières, c'est des banques centrales, des gouvernements, etc. Donc, en fait, on a quasiment toutes les institutions financières mondiales qui, justement, intègrent ou ont intégré le réseau SWIFT. Et donc, maintenant, je vais aller plus loin. Par exemple, là, vous avez le graphique eh bien, du nombre de messages, c'est-à-dire de transactions financières transfrontalières notamment. Et il y en a eu en 2021 à peu près 11 milliards. 11 000 milliards. Et on voit bien que c'est quasiment une courbe exponentielle en termes d'utilisation. C'est assez incroyable.
Et donc le réseau SWIFT, en fait, c'est tellement imposé au niveau mondial qu'il est devenu, en fait, indispensable pour les banques, la banque centrale et pour le commerce international des pays. Et donc là, je vous explique, voilà, on voit bien vraiment le résumé du réseau SWIFT. Et en fait, il n'y a pas un seul réseau SWIFT universel qui propose une vitesse, voilà, de transfert de messages bancaires universelle. Donc ça varie en fonction des continents, des pays. Notamment, nous, regardez en France, on a une moyenne de 39 minutes pour un transfert de messages bancaires, c'est-à-dire une transaction financière. En Europe du Nord, vous avez 5 minutes. Aux États-Unis, vous avez 12 minutes. En Afrique, vous avez donc dans l'Afrique du Nord 22 heures. En Amérique latine, vous avez 2h32, enfin, etc. Et même la Russie, vous avez 2h05 minutes. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la place du réseau SWIFT dans le commerce financier international, en fait, dans les échanges financiers. Et donc, ce qui se passe maintenant, on va continuer, parce qu'il y a également, enfin, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a également les traders, les courtiers, les banques centrales qui utilisent ce système de réseau SWIFT. Et donc, ce qui se passe, c'est que les banques russes, elles, ont été bannies donc, quasiment dès leur déclaration de guerre, dès la déclaration de guerre de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Toutes les sanctions sont localisées en première partie là-dessus sur le réseau SWIFT. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai un article de la Tribune, donc, qui date du 2 mars 2022, comme vous pouvez le voir, hein, donc une semaine, je crois, ou 2 semaines après la guerre, la déclaration de guerre de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, Ukraine, l'UE exclut 7 banques russes du réseau SWIFT, Gazprom et Sberbank épargnés. Donc en fait, en théorie, toutes les banques russes devaient être exclues du réseau SWIFT, mais en pratique, l'Union européenne n'a pas pu exclure Gazprom et Sberbank parce que Gazprom, à l'époque, assurait encore des transactions liées au gaz naturel. Enfin, donc, si, par exemple, Gazprom avait été exclu, eh bien, tous les clients donc, européens du gaz russe n'auraient pas pu recevoir leur gaz, ou du moins recevoir des compensations financières, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé Gazprom, ils n'ont pas exclu du réseau SWIFT. De même pour Sberbank, qui, elle, pareil, avait des transactions financières liées au gaz naturel, mais également au blé, par exemple. C'est comme ça que vous avez des banques principales russes qui ont été épargnées par cet exil, entre guillemets, par ce bannissement du réseau SWIFT par l'Occident. Et donc, ce qu'il faut se passer, c'est que à partir de là, vous avez en fait 80% seulement des banques russes, enfin, seulement entre guillemets, hein, qui ont été concernées par les sanctions au niveau du réseau SWIFT. Ensuite, maintenant, il faut parler des sanctions, des solutions mises en place par la Russie pour justement pallier à ce manque de réseau SWIFT au niveau du commerce international, parce qu'il y a quand même eu une chute du rouble dans le même temps, qui a été drastique et qui a fortement pénalisé la Russie à l'époque. Et en fait, ce qu'a fait la Russie, c'est que savoir que depuis 2014, elle avait déjà créé un réseau alternatif au réseau SWIFT qu'on appelle le SPFS. Et ce SPFS, il reliait déjà, donc là en 2022, plus de 400 organisations financières en interne en Russie. Donc ça veut dire que la Russie, avec l'exclusion majoritaire de ses banques du réseau SWIFT, a été contrainte de déployer de façon accélérée son propre réseau alternatif qui faisait concurrence désormais au réseau SWIFT. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, donc là j'ai un article de business.be, donc média belge, la Russie rend secrète la liste des banques connectées à son système de paiement alternatif à SWIFT. Les partenaires étrangers sont prêts à nous rejoindre, déclare, donc j'imagine que c'est la gouverneure de la Banque de Russie. C'était au 20 avril 2022, vous voyez. Et donc en fait ce qui se passe c'est ça, c'est que en plus d'avoir quelque part un exil du rouble, eh bien qu'est-ce qu'a fait la Russie? C'est qu'elle s'est tournée vers son propre réseau alternatif, mais surtout elle s'est tournée vers ses partenaires principaux privilégiés membres du BRICS, c'est-à-dire de l'alliance économique qui rassemble le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, pour leur dire, eh oh, venez nous aider, venez vous intégrer à notre propre réseau SPFS pour eh bien, que l'on crée, nous, notre propre réseau de messagerie bancaire qui fera concurrence au réseau SWIFT et donc on n'a pas besoin, nous, des Occidentaux, on n'a pas besoin de l'Europe.
Et c'est ce qui s'est passé parce que la Russie ne veut pas dévoiler les partenaires étrangers commerciaux qui sont intégrés au réseau SWIFT, mais déjà, on peut imaginer très bien qu'il y a la Chine, parce que je vais vous en parler évidemment de la Chine, mais aujourd'hui, vous avez des banques russes qui possèdent du yuan numérique pour proposer aux Russes une capacité d'utiliser du yuan dans leurs échanges de tous les jours, notamment au niveau commercial, dans les pays, et notamment dans les transactions transfrontalières. Donc ça veut dire que d'une façon certaine, vous avez déjà la Chine qui est connectée à ce réseau SPFS. Et donc, fait concurrence, bien sûr, au dollar, à l'euro, etc. Et ça, on en parlera, bien sûr, parce que ça a des impacts et des conséquences au niveau de la géopolitique mondiale, au niveau de la dominance monétaire mondiale du dollar et de l'euro. Bon. Et enfin, la dernière axe, et là on va enfin aborder les crypto-monnaies, c'est justement donc la fuite en avant de la Russie, et c'est étonnant la vitesse où elle met en place les choses vers les crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'il y a deux tendances de fond en Russie qui sont en train de se passer. C'est que vous avez la tendance du gouvernement, de la Banque centrale russe, qui adopte sa propre vision des crypto-monnaies. Et en parallèle, vous avez également la tendance des citoyens russes qui, eux, se tournent vers les crypto-monnaies, mais pour d'autres raisons. Et donc, on va commencer par la tendance des citoyens. Qu'est-ce qu'ils font les citoyens russes? Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où les banques russes ont été exclues en grande majorité du réseau SWIFT, eh bien, Vladimir Poutine a obligé quelque part les milliardaires et les investisseurs russes à convertir tous leurs avoirs en dollars, en euros, à 80% en roubles pour justement à l'époque supporter la chute du rouble et empêcher que ce soit une chute totalement catastrophique. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les citoyens se sont inquiétés de cette mesure également à l'époque, puisqu'ils se sont dit, si le rouble continue de chuter, nous on va avoir que du rouble et forcément, on va perdre du pouvoir d'achat. Et si ça continue, ben, on va se retrouver comme au Liban, au Venezuela, au Nigeria, par exemple, où on aura une inflation à plus de 50%, 80%, 100%. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qu'ont fait les Russes, les citoyens? Ils ont converti leur rouble en bitcoin sur les plateformes exchange russes. Et derrière, ils ont utilisé ces bitcoins pour acheter justement des monnaies fiat à l'étranger, des actifs immobiliers, des actions, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont pu garder la possibilité d'investir à l'étranger en contournant leur propre système de légalisation russe qui est très mal encadré apparemment en Russie. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu, les citoyens russes, se réfugier dans cette faille et se diriger et faire fuir les capitaux à l'étranger. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le gouvernement russe veut encadrer et renforcer la légalisation sur les crypto-monnaies, parce que à la base, l'objectif de la Banque centrale de Russie avant la guerre Russie-Ukraine et l'objectif du gouvernement russe, c'était d'interdire purement et simplement les crypto-monnaies parce qu'elles étaient l'apanage pour elles, pour ces autorités-là, le symbole de décentralisation qui permettait justement aux citoyens russes de faire fuir les capitaux vers l'étranger. Et donc là, avec la guerre russe-ukraine, on va s'intéresser à la deuxième tendance de fond, c'est-à-dire le gouvernement Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a fait clairement sur les crypto-monnaies? Eh bien, il a fait un virage à 360 degrés, il a dit non, finalement, on ne va pas interdire les, les crypto-monnaies sur le sol russe. Et directement après la guerre Russie-Ukraine, à partir du moment où il y a eu les sanctions contre la Russie, eh bien, ils ont décidé au contraire d'accélérer la mise en place de crypto-monnaies au sein de la Russie. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a également plusieurs projets qui sont en cours en Russie avec les crypto-monnaies. Le premier projet, c'est sans surprise le rouble numérique qui est prévu pour une sortie entre 2023 et 2024. Et donc là, c'est un projet pilote mené par la Banque centrale de Russie sur fond de blockchain, mais centralisé. Donc là aussi, encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Vous avez également l'euro numérique qui est dans le carton en 2027, donc on a encore une phase de retard. Vous avez les États-Unis qui également sont en train de créer leur dollar numérique. Et vous avez le yuan numérique qui lui est déjà existant et déjà en cours. Et les Chinois en donnent un cœur joie d'ailleurs pour le faire savoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ce rouble numérique et de ce yuan numérique qui est déjà existant sur le sol russe, je rappelle, eh bien, qu'est-ce qu'est en train de mettre en place la Russie? C'est également une volonté
de faire concurrence au pétrodollar sur le secteur pétrolier. Et là, c'est également, ça va être intéressant d'en parler après par la suite au niveau géopolitique, parce que là, vous avez clairement une volonté de la Chine et de la Russie de créer en fait un pétro-rouble yuan, ou un pétro-yuan rouble, ou ce que vous voulez, afin de contourner totalement en fait le marché et la dominance du pétrodollar au niveau mondial, afin de faire une concurrence bien, au niveau énergétique au secteur occidental. Donc là, si c'est également intéressant, donc je vous montre bien sûr les articles. Donc le rouble numérique, le joker de Poutine pour contourner les sanctions occidentales, vous voyez. Et deuxième article, achat de pétrole, la Chine et l'Arabie Saoudite veulent remplacer le roi dollar par le yuan et bientôt par le rouble également. Donc ça, je suis sur la tribune.fr. Bon, donc les choses avancent quand même à toute vitesse. Et donc, à partir de là, ce qui est également intéressant, c'est de voir que non seulement la Russie veut créer son rouble numérique pour justement créer un bloc monétaire anti-occidental, ou du moins affranchi de la dominance occidentale, mais elle souhaite également, elle a déjà mis en place d'ailleurs début 2023, des crypto-monnaies adossées à l'or en Russie. Et donc là, on voit bien que l'objectif de la Russie par ce fait-là, qui est inédit d'ailleurs, c'est tout simplement parce que là aussi, il faut savoir que l'or et le marché des métaux précieux, il est dominé par le dollar. Sur le commerce international, vous voulez acheter de l'or, vous le faites en dollars généralement. Et donc là aussi, la Russie ne veut pas mettre non plus son rouble dans le panier parce qu'elle sait que son rouble ne fera pas le poids face au dollar. Par contre, elle a créé un moyen aux investisseurs étrangers d'acheter de, de l'or de façon numérique via des crypto-monnaies sans passer par le dollar. Et donc là aussi, c'est un peu quelque part un bras d'honneur que fait la Russie à la dominance monétaire du dollar. C'est assez intéressant de voir justement comment la Russie utilise les crypto-monnaies pour contourner tout le système dollar-euro. Bon. Et donc là, bien sûr, j'ai l'article qui le prouve. Donc la Russie s'apprête à lancer des cryptos adossés à l'or. Était au 2 janvier 2023. Bon, BFM Crypto. On continue. Ça ne s'arrête pas là avec la crypto-monnaie et la Russie. Depuis le début. Il faut savoir également que début 2022, donc comme je vous l'ai dit, la Russie souhaitait interdire à la fois le minage de Bitcoin, vous savez, sur le consensus de Proof of Work, mais également le Bitcoin tout court, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies. Et donc après la guerre avec les sanctions contre son rouble, je vous l'ai déjà dit, la Russie a fait un virage à 360 degrés, et donc la Banque centrale de Russie et le gouvernement russe, en fait, ont décidé cette fois de légaliser, au contraire, d'adopter le Bitcoin et de renforcer l'adoption du minage de Bitcoin. Donc là, c'est quand même, enfin, on est passé du coq à l'âne, vraiment à l'extrême, en quelques mois. Et ce qui se passe, ce que veut faire la Russie, c'est que donc elle n'a pas encore son rouble numérique. Et donc elle n'a que le yuan numérique pour l'instant, mais du coup, elle ne peut pas assurer les transactions financières au niveau transfrontalier, au niveau du commerce international, depuis qu'elle est exclue en majorité du réseau SWIFT. Donc ce qu'elle a fait, pour l'instant, la Russie, c'est de légaliser le Bitcoin, mais uniquement sur les transferts internationaux, c'est-à-dire pour payer son commerce vis-à-vis d'autres pays étrangers amicaux comme la Chine, l'Inde, etc. Par contre, et là c'est le paradoxe, c'est qu'elle a interdit, ou du moins elle prévoit d'interdire le Bitcoin sur son territoire. Et donc en fait l'objectif de la Russie il est clair, c'est de pouvoir sur le court terme compter sur le Bitcoin parce qu'il n'y a pas le rouble numérique pour assurer les échanges transfrontaliers financiers. Et par contre, il ne faut surtout pas que le Bitcoin puisse faire concurrence en interne et habituer les Russes à utiliser du Bitcoin pour qu'une fois le rouble numérique prêt à l'emploi, eh bien les Russes ne puissent utiliser que le rouble numérique. Donc on voit bien vraiment la stratégie de la Russie sur le moyen long terme. Et au niveau du minage de Bitcoin, c'est là où on va arriver, on arrive vraiment dans le summum de la bêtise de l'Union européenne, c'est que le minage de Bitcoin, il représente un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et pourtant, nous sommes dans bear market. Et je rappelle que quand vous avez le Bitcoin qui était à 60 000 dollars, les sociétés de minage Bitcoin ramenaient des milliards et des milliards de dollars.
Et donc, quand vous avez des taxes sur ces milliards de dollars, eh bien, qui c'est qui profite des taxes? C'est le gouvernement. Or, la Russie est en train, grâce à son abondance énergétique, contrairement à l'Union européenne qui, elle, a des factures d'électricité totalement folles de plus en plus, eh bien, ça veut dire que les sociétés de minage crypto sont en train de se délocaliser de l'Union européenne pour aller vers des pays forcément plus accueillants en termes de marché énergétique et de coûts énergétiques. Parce que je rappelle que les sociétés de minage, le principe, c'est de rassembler des centaines de milliers d'ordinateurs pour miner du Bitcoin. Donc, c'est très énergivore, ça consomme énormément d'électricité. Et donc, là, la Russie est en train de rapatrier en masse, d'attirer en masse toutes ces sociétés de minage crypto qui, quand elles vont eh bien, être taxées, vont ramener des milliards et des milliards à la Russie. Et là, j'ai l'article, je vais vous montrer. Attendez, c'est pas ça. Leséchos.fr, la Russie capte 120 milliards de dollars en Bitcoin et crypto. Donc là, c'est également lié avec les citoyens, l'utilisation des crypto-monnaies par les citoyens russes sur les plateformes exchange, donc avec les taxes. Mais vous avez également une partie, là ils n'en parlent pas dans cet article-là, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée, il y a le minage également, les taxes sur les entreprises de minage de Bitcoin. Et donc ça veut dire que l'Union européenne, en mettant en place les sanctions contre la Russie, a favorisé donc l'explosion des factures d'électricité dans l'Union européenne. C'est en train de provoquer un exode massif des entreprises, et pas que les entreprises de minage, hein, bien évidemment, mais en tout cas, là on parle des sociétés de minage vers la Russie, qui accueillent ces minages russes. Le gouvernement russe va profiter des taxations sur ces entreprises pour gagner énormément d'argent et donc financer sa guerre contre l'Ukraine. Donc là, on est vraiment dans un délire absolu, c'est que les dirigeants européens sont en train de provoquer exactement ce qu'ils essayent d'empêcher. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, la conclusion, c'est que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus la preuve que les mesures, les sanctions prises par l'Occident, les Américains, tous les pays occidentaux contre la Russie sont au mieux inefficaces, au pire sont en train, dans un effet de boomerang, de se renvoyer dans la face, enfin, des pays occidentaux. Et je vais encore plus loin, ça a également montré et s'est mis en apparence, qui était déjà larvé auparavant, un schisme, quelque part une fracture entre l'Occident d'un côté et le reste du monde. Et aujourd'hui, on est, je pense, à une bascule dans peut-être la dominance monétaire mondiale du dollar et de l'euro. Enfin, surtout du dollar. Et ce qui est en train de se passer, et là ça va être plutôt inquiétant pour les pays occidentaux, c'est que avec cet exil de la Russie de la part du réseau SWIFT, eh bien ça a obligé la Russie et tous les autres pays qui font quand même partie du réseau SWIFT, mais qui veulent soutenir la Russie parce qu'ils savent que c'est leur intérêt au niveau énergétique de garder des liens avec la Russie sur les échanges commerciaux, comme la Chine et l'Inde notamment, avec leurs besoins de pétrole, comme ils sont en constante augmentation, eh bien, ces pays-là vont se tourner vers un autre réseau que le réseau SWIFT, vers d'autres monnaies que le dollar et l'euro, et donc ça va provoquer quelque part eh bien, une chute de la valeur de l'euro et du dollar, forcément, parce que vous aurez moins de dominance économique de la part du dollar et de l'euro. Et donc le problème, c'est que les pays occidentaux sont les pays les plus endettés en termes de volume au monde. Donc l'Amérique, c'est 30 000 milliards de dollars, et par exemple la France, on est à 3 000 milliards d'euros. Voilà. Et ça veut dire que si on a une chute derrière de nos monnaies comme le dollar et l'euro, eh bien forcément on aura une explosion du poids de nos dettes par rapport au PIB. Parce qu'on aura des PIB qui vont chuter en même temps que la valeur de nos monnaies. Donc pour vous expliquer, pour que vous compreniez un peu cet aspect-là, je vous invite à voir ma vidéo sur l'Argentine avec l'inflation de 95% que j'ai fait, j'explique tout ça là, ici. Enfin, ici plutôt, là vous voyez tout. Bon, et donc, pour continuer, eh bien, c'est vrai que ce schisme-là montre quelque part une bascule dans peut-être la dominance future mondiale. Et ce sera peut-être plus dans un futur moyen terme, long terme, ce sera peut-être plus les Américains, ce sera peut-être plus les Européens qui sont leaders, entre guillemets, je mets entre guillemets,
au niveau mondial sur le plan géopolitique et monétaire. Voilà. Bon. Donc sur ce, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner également, parce que je vais faire d'autres vidéos. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.